Oh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais attaché sur cette chaise? Et où est ma casquette? Oh non, vous l'avez pendu, bande de monstres! Vous allez me payer ça, bande de filous! Oui, bah je sais, les règles de monétisation ont changé sur YouTube, elle n'a plus le droit de dire de gros mots. Bonsoir, Julano. Tu n'es pas ici par hasard, tu sais. Alors, ça fait comment d'être assis, seul sur une chaise comme un con? Mais tu vas la fermer, oui? Je viens de te dire quoi avec les règles de monétisation? Oh! Oui, bon, bah pardon, je suis encore un peu vieux jeu. Je fais quoi si je suis démonétisé, moi, hein? Tu as pensé ça? Et mon abonnement NordVPN, je le paie comment, hein? D'ailleurs, vous avez 65% de remise avec le lien dans la description. Tu as pensé, espèce de monstre? Julano, il est temps pour toi d'affronter ton destin. Tes abonnés l'ont demandé trop de fois pour que tu ignores le sujet du paranormal dans tes vidéos. Tu dois te montrer digne, tu sais. Alors vas-tu une énième fois éviter le sujet, au risque de rester enfermé dans cette pièce pour toujours? Ou vas-tu enfin parler du paranormal dans tes vidéos? Vivre ou mourir? À toi de choisir. Ok. Vous savez quoi? Eh oh! C'est libre de droit, ça? Ouais? Non? Non, bon bah, voilà. Eh oh, monétisation, s'il vous plaît. Merci. Je disais quoi? Bon, vous avez gagné, j'accepte. Vous êtes très fort. Les amis, nous sommes partis pour des threads d'horreur paranormaux. Les amis, n'avez-vous jamais été inquiétés ou surpris par des faits étranges que vous n'arrivez pas à expliquer malgré tout votre bon sens et dont vous évitez de parler par peur d'avoir encore plus de questions à vous poser? Il est bien connu que beaucoup d'entre vous sont adeptes de paranormal, mais que se passerait-il si des histoires complètement vraies, avec des enquêtes de police, de vrais témoins et preuves médicales ou scientifiques, s'avèrent être difficilement explicables, voire surnaturelles? Ce soir, nous allons partager 3 threads d'horreur vrais qui tirent vers le paranormal à un moment donné, tout en restant très terre à terre, et c'est bien ce qui fait flipper. La première histoire est celle de Déborah. Elle nous explique qu'elle était partie en vacances avec son mari et des amis dans un chalet et qu'une nuit, elle se réveille en sursaut sans savoir pourquoi. Elle réveille aussi son mari en le secouant légèrement et lui explique la situation. Celui-ci, on va pas se mentir, hein, il a la tête dans le cul et donc il lui dit simplement de se rendormir et qu'elle a dû faire un cauchemar. Elle a soudain une envie urgente de retourner à Lake Tahoe, son lieu de résidence. Et elle commence sérieusement à paniquer. Son mari, cette fois-ci un peu plus intrigué par la situation, essaie de la rassurer et lui explique que si demain elle a toujours cette boule au ventre, alors il la ramènera à la maison. Déborah tente, tant bien que mal, de se raisonner, mais après plusieurs minutes, son stress monte de plus belle et elle réveille à nouveau son mari pour lui dire qu'il faut rentrer à la maison. Son mari essaie encore une fois de la raisonner, mais Déborah, elle est inconsolable et après plusieurs minutes, son mari comprend que Déborah ne fait pas semblant et qu'il y a vraiment quelque chose qui la travaille. Ils préparent alors leur valise à la hâte, laissent un mot expliquant qu'ils sont rentrés chez eux à leurs amis et montent en voiture direction Lake Tahoe. La route qu'ils doivent emprunter est très dangereuse puisque non seulement il y a énormément de vent, donc la voiture elle a du mal à rester droite, mais en plus c'est en pleine montagne et les virages sont très serrés. Donc un tournant mal géré et vous finissez dans le vide. Super hein, cette montagne, j'aime la noter, l'adresse là sur une petite feuille et avant de déchirer la feuille et ensuite la jeter à la poubelle. Cela fait à présent une quinzaine de minutes que Déborah et son mari roulent sur cette montagne et soudain Déborah, qui est assise côté passager, aperçoit très distinctement quelque chose sur le bord de la route. Premier truc qui lui vient en tête, c'est sûrement un sac plastique, des vêtements ou un animal mort qui se serait fait percuter par une voiture. Mais au moment où les phares de la voiture éclairent cette chose inconnue, au bord de la route, Déborah remarque immédiatement qu'il s'agit d'une femme. Elle entre encore une fois dans une panique et explique vraiment frénétiquement à son mari qu'elle vient de voir ce qui semble être le corps d'une femme. Elle est peut-être inconsciente ou même décédée sur le bord de la route. Son mari comprend que sa femme ne blague pas, mais ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut faire demi-tour? Est-ce que Déborah est bien sûre d'avoir vu un humain au sol? Déborah, elle lui dit que c'est mort et elle a peur en fait que ce soit un leurre et qu'il y ait un guet-apens. Néanmoins, elle décide tout de même de s'arrêter à la première cabine téléphonique et d'appeler la police pour signaler ce qu'elle a vu. La police lui demande alors de les conduire à ce fameux virage, mais de s'arrêter quelques mètres plus loin afin de rester quand même en sécurité, cas où il s'agirait d'un piège. Les officiers de police cherchent dans toute la zone la trace de cette fameuse femme avec leur lampe torche, et quelques minutes après, ils reviennent voir Déborah pour lui dire qu'ils ont patrouillé dans toute la zone
et qu'il n'y a pas la moindre trace de quoi que ce soit en fait. Deborah est pourtant sûre d'avoir vu quelqu'un, mais malheureusement la police ne peut rien faire puisqu'il n'y a pas de corps. Deborah et son mari rentrent chez eux et les policiers retournent au commissariat et commencent à discuter de cette enquête qui les a tout de même un petit peu intrigués. Un autre officier les rejoint alors, lui aussi intrigué par le sujet, et demande plus d'informations sur ce qui s'est passé. On lui explique alors qu'une femme nommée Deborah aurait aperçu le corps d'une autre femme sur le bord de la route au niveau de Bully and Bend, qui est du coup le nom de ce virage. C'est une zone dangereuse de la montagne et l'officier se rappelle qu'il y a seulement quelques jours auparavant, il y a une jeune femme et son enfant qui ont été portés disparus non loin de cette zone. Le lendemain matin, l'officier décide de se rendre sur les lieux où Deborah avait précédemment aperçu le corps et en allant là-bas, il voit qu'il y a une chaussure d'enfant au sol. Il va décider de mener de plus amples recherches mais ne trouve rien de plus à côté. Donc il y a vraiment juste une chaussure toute seule comme ça au milieu de la route. Mais c'est en s'approchant du bord de cette route qu'il va enfin tout comprendre. En bas, au fond du ravin, dans ce fameux tournant extrêmement dangereux, caché sous les arbres et les feuillages, il y a une voiture explosée. Il reconnaît immédiatement que la voiture qui est en bas du ravin, c'est la même voiture de cette femme portée disparue depuis plusieurs jours. Elle est nommée Christine. Il descend tout de suite dans ce ravin et en passant au travers des branches et des débris, il réussit à s'avancer jusqu'à la fenêtre du côté conducteur et il trouve Christine, la jeune femme disparue. En prenant son pouls, il conclut tout de suite qu'elle est malheureusement décédée. Et à côté d'elle, sur le côté passager, se trouve un enfant nommé Nicky, le fils de Christine. L'officier prend aussi son pouls et il est complètement sous le choc puisque Nicky est toujours en vie. Il est inconscient et clairement dans un état critique, mais il a encore une chance d'être sauvé, donc l'officier appelle immédiatement des renforts afin de porter secours à cet enfant. Et grâce à je ne sais quel miracle, après avoir passé 5 jours sans boire ni manger, Ricky ressort de l'hôpital sain et sauf. On nous dit quand même que lorsqu'il est arrivé en soins, si le policier l'avait retrouvé 1 heure après, Nicky serait mort. C'est une bonne nouvelle certes, mais les médecins, après analyse du corps de Christine, vont faire une révélation qui va rendre tout son côté mystérieux à cette affaire. En effet, jusque-là, nous pensions que Deborah avait vu Christine sur le bord de la route et qu'ensuite, voyant que la voiture de Deborah ne s'était pas arrêtée, elle était retournée auprès de son fils en bas du ravin et avait malheureusement succombé à ses blessures. Mais d'après l'autopsie des médecins, il est impossible que Deborah ait vu Christine cette nuit-là, sur le bord de cette route, puisque celle-ci est morte sur le coup lors de son impact au fond du ravin. D'ailleurs, elle était même encore attachée dans sa voiture lorsqu'on l'a retrouvée. Et pourtant, si Deborah n'avait pas eu ce sentiment urgent de retourner sur cette même route, et si elle n'avait pas eu cette vision étrange d'une femme dans ce fameux virage, le fils de Christine n'aurait jamais été retrouvé à temps. Alors est-ce le fruit d'un énorme hasard ou l'âme de Christine s'est-elle manifestée durant le sommeil de Deborah afin de la faire venir dans ce virage et de sauver son enfant? Personne ne le saura jamais et putain ce que j'aime ce genre d'histoire. Quand tout est vraiment très terre à terre jusqu'à ce qu'on donne une info qui chamboule tout et qui te donne du coup ce petit frisson dans le dos. La prochaine histoire s'est déroulée en hiver 1994 à Londres et nous est racontée par Marie. Elle avait environ la quarantaine et était tranquillement assise chez elle en train de lire un livre lorsqu'elle entend une voix s'adresser à elle. Elle se retourne alors directement en pensant que c'est son mari, mais voit qu'il n'y a personne qui lui parle et la voix s'adresse à nouveau à Marie et là en fait elle comprend que la voix ne vient de nulle part puisqu'en fait elle est dans sa tête. Alors oui, on a tous une voix intérieure en fait qu'on entend et de temps en temps, sans même y faire attention, on parle avec. Mais dans ce cas de figure-ci, c'est vraiment une voix d'homme, très audible qui lui parle. Et d'ailleurs, cette voix se présente même en lui expliquant que c'était la manière la plus facile de pouvoir entrer en communication avec elle. Au début, vraiment, elle comprend rien. Et elle se demande si elle est folle, si les voix continuent dans sa tête, si c'est pas peut-être des hallucinations. Et les voix continuent dans sa tête et lui disent « Nous ne sommes pas une hallucination, nous voulons t'aider ». Marie pense vraiment qu'elle est devenue timbrée et c'est pour ça que dès le lendemain matin, elle prend directement rendez-vous chez un psychiatre qui, après lui avoir fait passer quelques examens, lui explique qu'il n'arrive pas vraiment à trouver la raison logique quant aux voix qu'elle entend, mais la diagnostique quand même avec ce qu'il pense être une probable psychose hallucinative. Marie reçoit alors des médicaments pour traiter son trouble, et les semaines qui suivent, elle se force à ne pas rater ses pilules et ses rendez-vous, et effectivement, avec de la rigueur, ça finit par payer puisque Marie semble débarrassée de toute voix dans sa tête. Elle en est tellement heureuse qu'elle va même revoir son psychiatre afin
de le remercier des soins apportés et elle se sent tellement libérée qu'elle décide de partir en voyage avec sa famille. Mais un après-midi, lorsqu'elle est tranquillement sur la plage en train de se faire dorer au soleil, elle entend des voix et elle sait très bien de quoi il s'agit parce que les voix, elle les reconnaît tout de suite. Ce sont les fameuses voix dans sa tête. Elles lui disent de tout de suite retourner à Londres car quelque chose d'affreux est en train de se produire. Les voix lui donnent même une adresse très précise où elle doit se rendre dans les plus brefs délais. Sauf que Marie, elle est en vacances et elle a pas trop envie d'écouter des voix random lui dire de gâcher son voyage et de rentrer avec son mari quelque part qu'elle ne connaît même pas. Son mari, lui, il comprend que ça la stresse et il lui dit juste « Vas-y, relax, arrête de te prendre la tête, c'est rien de grave, c'est juste des voix imaginaires. » Mais Marie n'arrive pas à se détendre et les voix dans sa tête l'incitent vraiment à partir en lui disant qu'elle devrait impérativement se rendre à cette fameuse adresse et ce dans les plus brefs délais. Devant se rendre à l'évidence qu'elle ne passera pas un bon séjour, elle décide de rentrer à Londres et de se rendre à cette fameuse adresse et en arrivant sur les lieux, elle se trouve devant l'hôpital national de neurologie et de neurochirurgie. Encore une fois, Marie entend les voix dans sa tête et cette fois-ci ils lui disent d'aller faire un IRM cérébral. Au point où elle en est, Marie, elle résiste même plus, elle veut juste en finir avec ces voix qui lui cassent les bonbons et elle décide donc encore une fois de plus de les écouter et d'aller demander un IRM du cerveau. Sauf que là les neurologues lui expliquent qu'ils ne peuvent pas entamer une telle procédure à la demande d'un patient et qu'il faut vraiment qu'un médecin ou qu'un spécialiste en fasse expressément la demande parce que c'est très compliqué et c'est aussi très cher comme examen. Marie, désespérée, se rend une nouvelle fois chez son psychiatre et forcé de constater que les médicaments ne font plus effet, lui explique la situation avec l'adresse de l'hôpital, les vacances gâchées et le scan du cerveau, et son psychiatre prend la décision de rédiger une ordonnance pour un IRM de son cerveau puisqu'il pense que c'est le meilleur moyen de faire stopper ces voix imaginaires. Un mois plus tard, Marie se rend donc à son examen, elle passe son IRM, tout se passe très bien, et là les spécialistes reçoivent son scan et lui apprennent qu'elle a une tumeur au cerveau. Celle-ci était complètement cachée et elle n'avait bien sûr aucun symptôme. Bien évidemment, on annonce aussi à Marie que pour retirer cette tumeur, il va falloir faire un trou dans le crâne, c'est une procédure qui n'est pas sans risque et elle pourrait avoir des séquelles à vie. Elle se concerte alors avec sa famille et prend la décision de faire cette opération et sur son lit d'hôpital, juste avant de s'endormir, elle entend les voix qui reviennent lui dire « Tu as fait le bon choix, nous sommes contents d'avoir pu t'aider. » Quelques heures plus tard, elle se réveille de son opération et celle-ci fut un total succès. Elle est ressortie de cette histoire sans séquelles et jusqu'aujourd'hui, personne n'est capable de comprendre comment les voix dans sa tête ont réussi à lui sauver la vie. Et je pense vraiment que c'est un mystère que Marie emportera avec elle. La dernière histoire est celle de Michael et elle se déroule en Angleterre. Alors faut savoir que l'Angleterre, en général, c'est très réputé pour les cas de possession démoniaque par exemple, comme le cas Enfield qui a donné naissance à Conjuring et qui est tiré des enquêtes des Warren et qui reste encore aujourd'hui un mystère et vous allez voir que cette histoire ne fait pas exception. Michael est un père adorable avec sa famille. Il adore rigoler, n'a jamais eu une once de violence avec son entourage et pourtant toute sa vie va basculer le jour où il tombe malencontreusement d'une échelle et se fait mal au dos. Jusque là, il n'y a rien de bien méchant, il a juste une petite douleur et pourtant son comportement change drastiquement après cette chute sans que personne ne puisse l'expliquer. Il devient très facilement irritable, il s'énerve pour pas grand chose, au point que sa famille ne puisse même plus le côtoyer au quotidien tellement son tempérament est devenu colérique. Autre chose à savoir, il n'est pas religieux, mais la grande majorité de son village, et en fait en Angleterre en général à cette époque, le sont. Et c'est dans cette optique qu'un de ses amis vient un jour à sa rencontre et lui conseille de se tourner vers Dieu pour soulager ce mal-être qu'il semble avoir développé depuis sa blessure. Il lui conseille aussi d'intégrer un groupe religieux de son village qui s'appelle le Christian Fellowship, qui n'est ni plus ni moins qu'un groupe de gens qui prient ensemble. Il mentionne aussi la leaduse du groupe, qui est Mary Robinson, et il la décrit comme une femme très gentille, très calme et inclusive qui sait tisser des liens solides dans les groupes de prière. Michael décide d'aller voir ce groupe à l'église et dès son arrivée, tout le monde est très gentil avec lui. Il est directement inclus, tout le monde s'intéresse à lui et est plein de bienveillance pour ce petit Michael. Michael va commencer à prier et il va se sentir instantanément mieux. Vraiment, genre il a plus d'idées noires, il a plus mal au dos, sauf qu'arrivé à la maison, la dépression, le mal de dos et les idées noires reviennent. Donc les prochaines semaines, Michael va privilégier ce groupe et le faire passer avant tout le reste de sa vie car il ressent vraiment une sensation de bien-être qu'il n'arrive pas à retrouver autre part. Et il devient aussi très proche de Marie, restant parfois plusieurs heures après la fin des prières,
pour se mettre à l'écart et prier seul avec sa nouvelle amie. Ça va peut-être pas vous échapper, mais Michael semble étrangement très proche de Mary et les rumeurs de liaison se font donc vite partager. Trop vite d'ailleurs, puisque la femme de Michael, qui se doutait déjà un petit peu de quelque chose, est à présent persuadée que son mari la trompe et elle compte bien lui faire savoir. Un jour, elle se rend à l'église pendant une séance de prière et hurle devant tout le monde à Michael de lui dire la vérité sur sa relation avec Mary. Michael, bien sûr, il est très mal à l'aise, mais au lieu de répondre à sa femme, il se tourne vers Mary et ses yeux deviennent très étranges. D'après les dires des témoins cette journée-là, Michael ne semblait plus du tout humain. Il se met dans une fureur encore jamais vue auparavant et commence à parler dans une langue totalement inconnue. Personne ne comprend ce qui se passe, tout arrive soudainement et Michael, qui jusque-là était encore assis, se lève et tente de se jeter sur Mary, la gueule grande ouverte, comme un animal qui se rue sur une proie. Heureusement pour elle, bon nombre de gens qui étaient présents ce jour-là sautent sur Michael et le maîtrisent au sol. Bien qu'il soit une demi-douzaine à le maintenir, Michael est pris d'une force surhumaine et arrive même à ramper en direction de Mary. Cette situation va durer pendant 1 heure. Et au final, Michael va simplement s'effondrer de fatigue et tout le monde va rester bouche bée sans savoir quoi dire. Les jours qui suivent, l'église est mise au courant de cette histoire et engage alors des procédures pour commencer un exorcisme. Alors là, on va entrer dans une partie assez choquante parce que un exorcisme, c'est ce qui se rapproche le plus du monde des démons, même si j'avoue personnellement, j'y crois pas forcément. J'ai toujours en tête l'enregistrement véridique d'une jeune fille qui s'appelait Annelise Michel et qui m'avait terrifié à l'époque. Dans le cas de Michael, c'est en octobre que sa femme et lui-même, ainsi que des prêtres et la communauté des Christian Fellowship, se réunissent à l'église afin de commencer la séance d'exorcisme. Dès que les prêtres commencent à prier, Michael se met à bouger dans tous les sens et à hurler des mots dans une langue que personne ne comprend. Le prêtre se tourne alors vers sa femme et lui dit « Il y a au moins un démon dans le corps de votre mari ». En tout, la séance va durer pas moins de 8 heures pendant lesquelles Michael se contorsionne dans tous les sens, hurle et tombe plusieurs fois au sol, comme s'il était en train de brûler de l'intérieur. On est même obligé de l'attacher sur une chaise pour qu'il ne se blesse pas, et de longues heures plus tard, l'exorcisme se termine enfin, et Michael est complètement épuisé et il s'évanouit. Les prêtres expliquent à sa femme qu'ils ont identifié 40 démons à l'intérieur de son mari et qu'ils ont réussi à en nettoyer environ 37. Ils lui expliquent aussi qu'il faudra revenir le lendemain matin pour terminer le travail. Cette nuit-là, vers minuit environ, la voisine de Michael est réveillée par un cri terrible. C'est le cri d'une femme qui hurle à la mort. Elle appelle directement la police et sort dans la rue pour voir si elle peut apporter son aide à quelqu'un. Peut-être qu'on s'est blessé en tombant ou qu'il y a un cambriolage. Et en sortant dans la rue, cette dame voit Michael rempli des pieds à la tête de sang. En arrivant, la police entre dans la maison de Michael et ils vomissent tout de suite. Le soir de l'exorcisme, Michael est devenu fou de rage. On ne sait pas pourquoi, mais il a commencé à rouer sa femme de coups avant qu'elle ne s'effondre au sol. Il est alors monté sur elle et il lui a arraché le visage à main nue avant de le jeter dans la cuisine. Il trempe alors ses mains dans le sang qui gicle du visage de sa femme et commence à s'en enduire sur tout le corps. Une fois sa femme décédée, il tue aussi le chien avant de sortir complètement nu en pleine rue, rempli de sang, et de marcher désespérément sans but précis. Heureusement, j'ai envie de dire, malgré ce drame, les enfants de Michael étaient partis pour la nuit, et vraiment c'était une boucherie. Et ça aurait été encore plus terrible si les enfants avaient vu et subi la folie de leur père. Faut savoir que Michael sera jugé coupable de ses actes, mais pas maître de ce qu'il a fait, et sera donc interné en hôpital psychiatrique. Et la question qu'on peut se poser, c'est donc, est-ce qu'il était vraiment possédé ou est-ce qu'il était simplement fou? Voilà, c'était mes 3 threads d'horreur paranormaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des explications pour certaines choses qui ont l'air inexplicables dans certaines histoires? Est-ce que vous avez aimé le fait d'avoir une part de mystère dans les threads? Vous pouvez, si vous voulez, me contacter sur Insta si vous avez des histoires d'horreur que vous aimeriez me partager. Et pour ma part, je vous dis, prenez soin de vous. C'était Juliano. Ciao!